Salut internet. Hey Doc7, pourquoi tu fais plus de vidéos? Hey Doc7, quand est-ce que tu fais la vidéo sur l'année 1998? Hey Doc7, quand est-ce que tu continues ta série sur les États-Unis et la Russie? Hey Doc7, est-ce que tu aimes les capres? Hey Doc7, quand est-ce que tu fais la vidéo sur l'année 1999? Hey Doc7, tu refais un top 7 s'il te plaît? Hey Doc7, tu peux refaire des 77 faits surprenants s'il te plaît? Hey Doc7, c'est quoi ta carte Yu-Gi-Oh préférée? Wow. Alors, dans l'ordre, le rythme va reprendre là. Un bon mois de pause, ça fait toujours du bien. Bientôt, très bientôt, j'adore les capres. Et après celle de 1998, hein, évidemment. De temps en temps, t'inquiète pas. Je pense que tu es parfaitement sur la bonne vidéo. Clairement, la Dame Panthère, hein, LDCF 030, je sais pas pourquoi, mais je la kiffe. Ok, est-ce qu'on peut un peu parler d'océan maintenant? Faut juste que je vous avoue un truc. J'ai le mal de mer vénère. J'ai aussi une phobie absolue de l'océan après avoir failli me noyer en étant ado. J'ai vaincu cette phobie en janvier dernier en plongeant dans un récif corallien. C'est moi là sur la photo. Mais ça n'a duré que 5 minutes parce que même en nageant, j'ai eu le mal de mer. Et pourtant, malgré tout ça, l'océan me fascine. Comme quoi... J'aime beaucoup trop les animaux et les végétaux qui vivent sous l'eau. Donc, une bonne partie de ces faits seront consacrés aux plus merveilleux d'entre eux. Et pour commencer, peut-être mon poisson préféré, le sheep's head en anglais, le rondeau mouton en français, ou encore Archosargus probatocéphalus en latin. Yes. On est d'accord, il a l'air totalement normal comme ça, mais dès que tu lui ouvres la bouche, oui, ce poisson a des dents qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à nos dents, à nous les humains. Je trouve ça complètement fou. Et pour info, dans la pratique, ces dents lui servent à brouter des algues. La profondeur moyenne de tous les océans de la planète est d'environ 3700 mètres, 3,7 km. En moyenne, on trouve 35 grammes de sel dans 1 litre d'eau de mer. Je vous épargne les calculs, mais si on enlevait d'un coup comme ça tout le sel des océans et qu'on le répandait sur toutes les terres émergées de la planète, ça ferait une couche de plus de 150 mètres de haut. 150 mètres de sel partout, sur chaque continent. À partir de 1000 mètres de profondeur, la lumière du soleil ne pénètre absolument plus. On appelle ça la zone pélagique. Les êtres vivants qui y vivent consomment en grande partie ce qu'on appelle la neige marine, une espèce de pluie ininterrompue d'éléments plus ou moins gros qui tombent depuis les zones moins profondes de l'océan. La baleine de Cuvier est le mammifère qui plonge le plus longtemps. Elle reste facile 2 heures en apnée. Et d'ailleurs, double fait, c'est aussi le mammifère qui plonge le plus profondément. Ils arrivent à descendre à quasiment 3000 mètres. Cet endroit, grosso modo à égale distance entre Californie et Hawaï, porte le doux nom de café des requins blancs. En traquant par GPS pas mal de spécimens, les scientifiques se sont rendus compte que beaucoup de grands requins blancs migrent à un moment de l'année vers ce spot qui serait très riche en nourriture. La plus grande chaîne de montagnes continues au monde se trouve sous l'eau. Il s'agit des dorsales océaniques. Elles sont continues à travers tous les océans et ont une longueur estimée entre 60 000 et 80 000 km. Un autre de mes êtres vivants favoris, monsieur j'ai les yeux qui regardent au plafond, j'ai nommé l'Uranoscopide. Il se tapit sous le sable comme une baudroie, mais mon dieu, ce qu'il est laid. En plus, ces poissons sont venimeux et certaines espèces peuvent même te mettre des chocs électriques. Et malgré tout ça, tout comme la baudroie, il y a un humain un jour qui s'est dit et si on essayait de goûter ce truc? Voici le crabe Yeti. C'est pas une blague, hein. Cette chose existe vraiment et elle porte vraiment ce nom. C'est un crustacé pas très connu parce qu'il vit à plus de 2500 mètres de profondeur autour de sources hydrothermales. L'océan Arctique représente en termes de surface 3,7% de tous les océans. C'est pas grand chose. Le 5 février 1958, un bombardier américain en exercice se fait percuter en plein vol par un avion de chasse. Le pilote de l'avion de chasse arrive à s'éjecter et survit au crash. L'équipage du bombardier arrive à redresser l'avion et veut tenter un atterrissage d'urgence. Petit problème, il transporte une bonne vieille bombe à hydrogène. Il peut donc pas prendre le risque d'atterrir comme ça. Heureusement, les tests ont lieu en Géorgie, donc proche de la mer, et le pilote a le temps de lâcher la bombe au-dessus de l'océan Atlantique et de rentrer à bon port. La bombe n'était pas armée, hein, donc ça va, elle a pas explosé, mais elle est toujours au fond de l'eau. Personne en plus de 60 ans n'a réussi à remettre la main dessus. Le 8 juin est la journée mondiale des océans. On peut évidemment pas boire l'eau de mer, mais on peut boire sa glace. Enfin, sa glace via
vieillit. De la glace de mer fraîche contient encore des petites poches de saumure entre les cristaux de glace. Mais à mesure que la glace vieillit, la saumure disparaît et la glace peut être fondue et consommée. Ce type de glace âgée, qu'on appelle glace pluriannuelle, fournit d'ailleurs de l'eau à certaines expéditions polaires. Au large des côtes australiennes, la Grande Barrière de Corail est la plus grande structure vivante au monde. Elle couvre une superficie de 344 400 km². C'est quasiment la taille de l'Allemagne. Bon, et puis ça c'est la barrière la plus connue, mais il y en a un petit peu partout dans le monde des barrières de corail. Il y en a aux Bahamas, en Nouvelle-Calédonie, aux Seychelles, à Belize, et même au large du Brésil et de la Guyane française, dans les eaux sombres de l'Atlantique. Sombres parce que l'Amazone, le fleuve chargé d'alluvions, se jette dans l'océan pas très loin de là. En parlant de corail, il faut savoir que ce sont peut-être les êtres vivants les plus menacés par le réchauffement climatique. Les coraux ont besoin de conditions extrêmement précises et très stables pour se développer correctement. Or, qui dit réchauffement climatique, dit perturbation de ces milieux. Heureusement, on sait maintenant greffer, transplanter des coraux dans des zones dégradées. C'est quand même super encourageant. Les différents mystères entourant le triangle des Bermudes sont du bon gros bullshit, désolé. Pas mal d'études ont montré que cette zone ne recensait absolument pas plus d'accidents que d'autres zones de même taille ailleurs dans le monde. Faut voir ça comme un gros cercle vicieux. Ça rentre dans la culture populaire, donc forcément, il y a des canulars, il y a des accidents attribués au triangle qui ont eu lieu en dehors du triangle, et puis bien souvent, des disparitions sont rendues publiques, mais on oublie de rendre publiques les réapparitions. Enfin bref, le triangle des Bermudes, c'est un coin blindé d'ouragans, ça explique un petit peu le nombre d'accidents, mais niveau mystère croustillant, je crois qu'il faudra repasser. L'océan Indien est le plus chaud de la planète. La température de l'eau à sa surface peut dépasser les 30 degrés à certains endroits, mais en moyenne, elle est de 22 degrés. C'est le paradis, l'océan Indien. Je te présente l'Ichthyophrine psychédélique. Et on se demande vraiment pourquoi il porte ce nom. Cette merveille ne vit que dans une seule baie d'Indonésie, a les yeux de face et pas de côté, comme la majorité des poissons, mais surtout, il se déplace en sautillant à l'aide de ses deux petites nageoires pattes. Il rentre facile dans le top 5 de mes poissons préférés. Avec le système très complexe de courant tout autour de la Terre, il faut environ 1000 ans à une molécule d'eau pour parcourir le monde entier. La fosse des Mariannes est l'endroit le plus profond des océans, 10 971 mètres de profondeur. Et pourtant, des organismes arrivent à y vivre. On les appelle les piésophiles. Dans l'histoire, seulement 3 personnes sont allées au fond de cette fosse. Certains spécialistes estiment qu'il y aurait plus d'1 million d'épaves de bateaux de toute époque confondues au fond des océans. D'ailleurs, toutes ces épaves contiendraient plus de 50 milliards d'euros de trésors divers. Il y aurait d'ailleurs plus d'artefacts historiques sous l'eau que dans tous les musées du monde. Après, on est d'accord, c'est lancé comme ça par quelques scientifiques, on peut pas vraiment vérifier, mais j'aime beaucoup trop l'idée. Dans la famille, t'es vraiment moche, mais un petit peu mignon quand même, le poisson scorpion à houppe. Il est nocturne et vit dans les eaux chaudes et peu profondes. Typiquement, tu vas te baigner à l'île Maurice et tu pourrais le croiser. Presque 2,4 milliards de personnes vivent à moins de 100 km d'une mer. Le kelp géant est la plus grande algue au monde. Elle peut atteindre 45 mètres de haut, mais elle est surtout célèbre parce que c'est un des organismes qui pousse le plus vite. Elle peut prendre jusqu'à 60 cm par jour. 60 cm. Les vagues scélérates. Je connaissais absolument pas leur existence et encore moins leur nom. Il s'agit de vagues gigantesques, super rares, totalement aléatoires et qui peuvent se déclencher en pleine mer, comme ça, sans prévenir. Et attention, quand je dis gigantesque, je me permets d'insister, certaines ont été mesurées faisant plus de 20 mètres de haut. Il y a des endroits dans l'océan qu'on appelle zones mortes, où plus rien ne vit. Elles sont malheureusement créées par la pollution qui rend la vie dans ces zones impossible. Il y aurait au moins 500 zones mortes dans les océans du monde pour une surface équivalente au Royaume-Uni. Voici les deux plus vieux bateaux encore en service, le HMS Victory et le USS Constitution. Ils datent respectivement de 1765 et 1797. Quel est, selon toi, le vertébré le plus présent sur Terre? Perso, j'ai tout de suite pensé au poulet avec tous les élevages. Eh ben non. S'il y a entre 50 et 75 milliards de poulets sur Terre, c'est le cyclotone qui explose ce record. La population de ce petit poisson vertébré ne se compte pas en millions, ni en milliards, mais en centaines de trillions. Voilà.
Bon courage. Le Kiribati, ce petit pays d'Océanie, sera normalement le premier État à totalement disparaître sous les eaux. Pour contrer cette fin inéluctable, le gouvernement a acheté des terrains pour ses habitants sur les îles Fidji et le président a déjà demandé à une partie de sa population d'évacuer le pays. Ce poisson, à l'apparence plutôt quelconque, soyons francs, fait partie de la famille des Nototenidae, des poissons vivant en grande majorité dans les eaux glacées de l'océan austral autour de l'Antarctique. Il faut savoir que l'eau là-bas peut descendre à quasiment -2 degrés sans geler, c'est la magie de l'eau salée. Et pourtant, dans une eau aussi froide, ces poissons arrivent à survivre. Des chercheurs se sont rendus compte qu'ils étaient capables de produire des protéines antigel qui se fixent au moindre micro-cristal de glace en formation dans leur corps. De vrais X-Men des mers. En 1992, pendant une tempête, un bateau faisant le trajet Chine-États-Unis a perdu un conteneur rempli de quasiment 30 000 jouets de bain en plastique, des petits canards. On a pu étudier par la suite leur réapparition sur les plages de la planète pour mieux comprendre les courants marins. Les jouets ont fini par s'échouer aux États-Unis, en Australie, certains se sont même retrouvés en Amérique du Sud et, chose encore plus folle, plus de 15 ans après, d'autres sont réapparus sur les côtes islandaises et britanniques. D'ailleurs, puisqu'on parle de ça, on estime que plus de 10 000 conteneurs tombent de porte-conteneurs tous les ans. La température à la sortie de certaines cheminées sous-marines peut monter jusqu'à 400 degrés. Mais l'eau ne bout pas à cause de la pression au-dessus. Et en seulement quelques mètres, la température replonge en dessous des 5 degrés. Ça veut dire que, théoriquement, tu pourrais t'ébouillanter les pieds et te geler la tête en même temps. Dans la famille poisson moche, je demande le poisson vipère. Cette beauté vit entre 1000 et 4000 mètres de profondeur et porte, je trouve, très bien son nom. Les océans deviennent de plus en plus acides et c'est vraiment pas une bonne chose. Il faut savoir que les océans absorbent une énorme partie du CO2 présent dans l'atmosphère. Mais puisque nous, humains, en produisons beaucoup trop, les océans s'acidifient à une vitesse folle. Concrètement, ça veut dire que c'est la merde pour la vie aquatique et notamment les espèces utilisant des structures de carbonate de calcium, typiquement tout ce qui est coquillages, huîtres et coraux. Et puisqu'on parle de corail, on estime que les récifs coralliens représentent moins de 0,5% des fonds marins, mais que 90% des espèces marines en dépendent directement ou indirectement. Enfin bref, les coraux, c'est vraiment important. Et sur une note plus insolite, on a découvert des espèces de coraux qui produisent un pigment fluorescent afin de mieux se protéger des rayons du soleil. Avec le réchauffement climatique, les coraux, qui sont des animaux d'ailleurs je le rappelle, ont du mal à supporter cette élévation de température, et dans ce cas, finissent par blanchir. Ceux qui produisent ce pigment fluorescent sont donc moins sujets au blanchiment. Comme quoi, l'évolution, ça arrive aussi chez les coraux. Cet endroit s'appelle le point Nemo. Il s'agit du point maritime le plus éloigné de toute terre émergée. La plus proche est à quasiment 2700 km. Le 4 novembre 1813, un bateau de 14 pêcheurs japonais se prend une tempête et n'est plus qu'une épave flottante. 484 jours plus tard, le bateau arrive au large de la Californie et les 3 derniers hommes à bord, dont le capitaine Oguri Jukishi, sont sauvés. C'est à la fois la première fois que des Japonais posent le pied sur le sol américain, mais ces 3 hommes sont aussi détenteurs du triste record du plus grand nombre de jours perdus en mer. Les Sternoptychinae sont, pour moi, les créatures des profondeurs les plus laides et les plus creepy. Non mais sérieux, est-ce que tu imagines une seule seconde te retrouver face à ça? Bon, après, quand tu sais que le plus grand spécimen dépasse rarement les 12 cm, bon, ça rassure tout de suite, on est d'accord. Mais quand même, il fait flipper quoi. Et vous savez quoi, pour compenser, voici une petite pieuvre tellement mignonne qu'on l'a baptisée du nom d'un personnage de Disney, Dumbo. Tellement plus cute que le truc d'avant. Un orgue dont les notes sont aléatoirement jouées par la mer. C'est carrément insolite et ça se passe à Zadar en Croatie. Bon, par contre, c'est pas hyper beau niveau sonorité. A noter qu'il y a aussi une version américaine à San Francisco. Les plus grandes marées au monde se produisent dans la baie de Fundy, au Canada. Un peu plus tôt, je t'ai parlé d'une bombe nucléaire perdue par l'armée américaine. Et bah tu sais quoi? Ils ont refait la même quelques années plus tard. Ok, on est en 1966, en pleine guerre froide. Les Américains ont lancé l'opération Chrome il y a déjà quelques années. Je te laisse aller checker sur Wikipédia en quoi consistait exactement cette opération, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse aujourd'hui. Après ta petite lecture, tu comprendras pourquoi, en ce jour de janvier 1966, un bombardier et un ravitailleur de carburant américain se percutent à plus de
de 9000 mètres d'altitude, ici au-dessus du petit village espagnol de Palomares. 7 des 11 membres d'équipage des avions décèdent et 4 bombes nucléaires foncent vers le sol. 3 d'entre elles tombent sur la terre ferme, encore une fois sans exploser, parce que heureusement il y a des systèmes de sécurité. Et la 4e, plouf, dans la mer Méditerranée. Elle sera recherchée plus de 3 mois quand finalement un pêcheur espagnol se manifeste en mode « Eh les gars, je vous jure, je l'ai vu tomber pile à cet endroit-là. » Ouais, contrairement à la bombe de 1958, celle-ci, ils l'ont bien repêchée. 99,8% du trafic internet intercontinental transite via 366 câbles sous-marins. 1 million de kilomètres de câbles sont au fond des océans pour, entre autres, pouvoir affronter des Américains sur Fortnite sans trop avoir de lag. Ouais, l'Amazonie, le poumon de la Terre, eh ben non. 70% de l'oxygène produit sur Terre vient des algues et donc des océans. Bon, l'Amazonie produit quand même une très grosse partie des 30% de l'oxygène restant. Pour ce fait numéro 48, une petite compilation d'espèces de l'ordre des Penatulacea. Ce sont des cnidaires, donc comme les coraux, les anémones ou les méduses, et je les trouve si fascinants. Une telle variété de tailles, de formes et de couleurs, c'est complètement dingue. Il y aurait environ 20 millions de tonnes d'or dans les océans du monde. Et pas au fond de l'eau, dans l'eau, dissous à des concentrations infinitésimales. Pour l'instant, aucune technologie rentable ne permet de récupérer cet or, mais bon, connaissant l'espèce humaine, L'océan Pacifique, qui couvre 30% de la Terre, est l'océan qui contient le plus grand nombre d'îles, environ 25 000. Voici le Sund, un détroit séparant le Danemark et la Suède. À partir du 15e siècle et pendant plus de 400 ans, tout bateau qui y passait, pour aller dans la mer Baltique par exemple, devait payer au Danemark une taxe. Et c'était vraiment pas rien, cet impôt représenta jusqu'à 2/3 des recettes du pays. Ils se sont mis bien les Danois quand même. La méduse Irukandji est à la fois l'une des plus petites méduses et l'une des plus venimeuses, ce qui la rend quand même un petit peu vicieuse, je trouve. Seulement quelques petits millimètres qui peuvent clairement te tuer en moins d'1 heure si tu n'es pas pris en charge par les secours. Et comme d'hab quand il y a un animal dangereux, c'est une méduse qu'on retrouve majoritairement, en Australie. 75 à 80% de toute l'activité volcanique, de tout le magma produit chaque année sur Terre, provient des volcans sous-marins. Vers moins 260, la marine carthaginoise, qu'on appelait aussi la flotte punique, était gigantesque. La plus grande, la plus puissante du monde connu. On parle de centaines de navires, de ports monumentaux, et pourtant on n'a retrouvé que 2 épaves de leurs bateaux sur les côtes siciliennes, et encore pas en super bon état. Le son se déplace 5 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Je suis donc obligé de te parler du bloop. Ce bruit, capturé en 1997, a fait parler de lui parce que c'est l'un des plus forts bruits sous-marins jamais captés. Tiens, je te le fais passer là. Ouais, c'était ce truc là, je sais, c'est discret et c'est vachement accéléré en plus, mais c'est quand même un bruit très étrange. Personne n'est sûr à 100% de son origine, mais il semblerait quand même qu'il soit compatible avec un tremblement de glace sous-marin ou une fracture d'un iceberg de grande taille. Ce truc est un concombre de mer. Il fait partie du genre Enypniast, peut vivre à plusieurs milliers de mètres de profondeur et a la particularité d'être semi-translucide. Oui, il s'agit bien de son tube digestif là qu'on voit, ouais. À certains endroits sous la mer, l'eau peut être plus concentrée en sel, en méthane ou en d'autres composés chimiques, ce qui peut dans de très rares cas amener à ce genre de phénomène où on a clairement l'impression d'être face à des lacs ou à des rivières sous-marines. Des lacs, des rivières, mais aussi des cascades. Sur le côté ouest du détroit du Danemark, donc dans l'océan Atlantique, entre l'Islande et le Groenland, lorsque l'eau bien froide qui arrive de l'est rencontre celle beaucoup plus chaude qui vient de l'ouest, elle plonge au fond de l'océan sur 3500 mètres. C'est plus de 3 fois la taille du Salto Angel, la plus haute chute d'eau terrestre. Le détroit de Gibraltar, entre l'Europe et l'Afrique, ne mesure que 14 km à son point le plus étroit. Depuis bien longtemps, divers projets
pour relier les deux continents ont été étudiés, et pour le moment ce n'est pas un pont, mais un tunnel ferroviaire, hein, comme le tunnel sous la Manche, qui semblerait le plus adapté. Moins de 5% des océans de la planète ont été explorés. Voilà, si tu sais pas trop quoi faire de ta vie, que t'as une âme d'explorateur, que t'aurais voulu vivre à l'époque de Darwin, etc. Eh ben écoute, océanographe, je pense que c'est un métier qui peut te permettre de te rapprocher de ce rêve. Voici le grand gousier pélican, un poisson clairement aux allures d'alien, qui vit à plus de 1000 mètres de profondeur, qui peut mesurer jusqu'à 60 cm, et qui, au vu de sa bouche énorme, porte quand même bien son nom. En 2003, Dubaï s'est mis en tête de construire un archipel de 300 îles artificielles qui, vu du ciel, auraient la forme de la Terre. Le projet s'est fini en 2008, sauf que quasiment aucune île n'a trouvé preneur. Le beau gâchis. Depuis quelques années, la partie Europe de l'archipel est finalement en développement, plusieurs hôtels sont déjà construits, des maisons de luxe, des villas sous l'eau, et pour le coup, il y a masse d'acheteurs. Une étude récente a révélé que la pollution des océans ne se cantonne pas à la surface. Au contraire, elle serait encore pire dans les eaux profondes et très profondes. Le vampire des abysses est une créature fascinante. Bien qu'il leur ressemble pas mal, il ne s'agit ni d'une pieuvre ni d'un calamar. Il vit dans les abysses, il mesure dans les 30 cm une fois adulte, son corps peut produire des flashs lumineux sur demande et, entre nous, rien que pour sa forme de parapluie, je devais vous en parler ici. La passion de cet homme, Harold Hackett, est d'envoyer des bouteilles à la mer. Depuis 1996, ce Canadien a envoyé plus de 5000 messages à la mer et reçu plus de 3000 réponses d'un petit peu partout dans le monde. Avec le temps, l'océan Atlantique devient plus grand et l'océan Pacifique plus petit. Le fameux calamar géant, bien ancré dans la culture populaire à coups de Kraken et de Jules Verne, existe vraiment. Il est extrêmement difficile à étudier parce qu'il vit dans les abysses. Et dis-toi, c'est que dans les années 2000 qu'on a réussi à en filmer un vivant. Donc oui, les combats de calamars géants de 13 mètres de long et de cachalots faisant 2 fois cette taille existent bel et bien au fond des océans. Il existe sous l'eau ce qu'on appelle des vagues internes. Plus l'on s'enfonce en profondeur, plus la salinité est forte, plus l'eau est froide et plus la pression augmente. L'eau devient alors plus dense, forcément. Il n'est donc pas rare de voir des courants d'eau de différentes densités ne pas se mélanger, aller dans des directions opposées ou même à des vitesses différentes. L'armée américaine a reconnu s'être débarrassée dans l'océan en toute illégalité de plusieurs tonnes de gaz moutarde, de centaines de milliers de bombes chimiques et de plus de 500 tonnes de déchets radioactifs entre les années 40 et les années 70. Ils en ont mis des trucs au fond de l'océan. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme, Philippe Croison. À la suite d'un accident, il a été amputé des 4 membres et depuis, il relève d'incroyables défis sportifs. Son dernier en date consistait à faire 4 traversées à la nage pour relier à chaque fois des continents. Par exemple au détroit de Gibraltar ou encore entre les 2 îles Diomède qui séparent l'Amérique de l'Asie. Un warrior, ce Philippe. On a retrouvé au sommet de l'Everest des micro-organismes marins dans du calcaire datant de l'Ordovicien. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a quasiment 500 millions d'années, les plus hautes roches du monde se trouvaient au fond d'un océan. Merci les mouvements tectoniques. Le Grand Canyon, aux États-Unis, a une profondeur maximale d'environ 1600 mètres. Le canyon de Zemshug, dans la mer de Bering, a une profondeur maximale de 2600 mètres. C'est le canyon sous-marin le plus profond. Entre le 23 et le 26 octobre 1944 a eu lieu la dernière vraie bataille navale de l'histoire, la bataille du golfe de Leyte. Chose insolite, elle est également considérée comme étant la plus grande de tous les temps en termes de force déployée, près de 200 000 personnes. Vous savez que j'adore l'histoire, surtout la Seconde Guerre mondiale, je vous invite vraiment à aller checker cet événement qui vaudrait à lui seul une vidéo dédiée. J'avais fait à l'été 2018 une vidéo sur des navires insolites, et je te mets une petite fiche d'ailleurs si ça t'intéresse là. C'est vraiment un sujet qui me passionne, et surtout, je sais pas pourquoi, les bateaux fantômes, les bateaux abandonnés. Par exemple, voici le SS Bay Chimo. Il a été abandonné dans les glaces de l'Arctique en 1931, et pendant des dizaines d'années, le bateau a dérivé. C'est en 1969 qu'on l'a vu pour la dernière fois, et depuis, on sait pas du tout où il est. Pour conclure notre présentation d'espèces, voici celle qui est, pour moi, certainement la plus étrange, non pas
pas des océans, mais de la planète entière. Un poisson qui marche sur le fond de l'eau, qui a une bouche magnifiquement rouge et même des petits poils de barbe. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire, hein. Il vit autour des îles Galapagos, il mange des crustacés et des crevettes, mais bordel, ce qu'il est mignon et moche aussi, j'arrive pas vraiment à trancher. Ici, à ce point très précis de l'océan Pacifique, il y a un McDo. Ouais bon, vous me connaissez, hein, il fallait que je finisse cette vidéo par une blague. En fait, à cet endroit se trouve un volcan sous-marin actif, baptisé McDonald's. Pour l'anecdote, il se trouve en Polynésie et est donc français. Et voilà, merci à tous d'être restés jusque là, n'hésitez surtout pas à me proposer en commentaire des thèmes que vous aimeriez que je traite sous ce format, et pour ceux qui demandent un petit peu partout, hein, sur Instagram notamment, les vidéos vont reprendre avec un bon rythme, ça fait jamais de mal de se prendre un petit mois off d'internet, hein, ça fait vraiment du bien, et sinon dans l'ordre on devrait rapidement finir la série sur les régions russes et les états américains, et puis partir sur une nouvelle histoire bordélique là que je suis déjà en train d'écrire qui va être vraiment cool, et puis pourquoi pas se faire un petit 77 faits sur un thème qui me tient à cœur. J'en dis pas plus pour l'instant. Allez les amis, n'oubliez pas de vous abonner, hein, de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut internet, tu m'avais bien manqué.